Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. L'atelier est heureux de vous accueillir cet après-midi pour, j'allais dire, notre séance de rentrée. Puisqu'on ne s'est pas vu depuis le début de l'été. Avant de présenter notre conférencier, que certains d'ailleurs d'entre vous connaissent, j'aurais vous donner quelques actualités sur notre atelier et sur le programme des semaines à venir. Alors, pour ceux ou celles parmi vous qui ne connaîtraient pas encore, on a un panneau sur le front de la salle qui explique un peu qui nous sommes et nos ambitions et nos programmes. Par ailleurs, on a un petit flyer qui vous permet également de mieux connaître notre activité. Alors, ceci dit également, même si on ne s'est pas rencontré depuis l'été, l'activité n'a pas cessé et vous avez pu l'apprendre. On a donc publié un recueil sur l'Église. Alors, ça faisait suite à une demande initiale donc, de la municipalité, sur lequel effectivement donc on a, enfin quand je dis on, dans l'équipe, il y a eu deux acteurs particuliers qui ont œuvré sur cet ouvrage. Gilles pour ce qui concerne donc toutes les photos, et Robert qui n'est pas avec nous cet après-midi pour la mise en page. Bon, c'est un travail évidemment d'équipe, mais eux deux donc, ont été quand même les chevilles ouvrières de cet ouvrage. Il est proposé au prix de 10 €. D'aucuns qui l'ont déjà acheté donc, disent qu'effectivement ce recueil leur paraît de qualité. Nous en sommes satisfaits évidemment. Donc si certains donc, voulaient se le procurer, on pourra voir Séverine à la fin de la salle. Alors maintenant, en termes d'information également, vendredi prochain, donc, nous avons une séance qui nous tient beaucoup à cœur, puisqu'en fait, on va avoir donc alors c'est pas une causerie, c'est pas une conférence, c'est un peu tout ça à la fois. Ce sera même en même temps une exposition sur les cavalcades de Vesle. Alors les cavalcades de Vesle, c'est vraiment un projet qui est pour nous très important. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, on a donc eu une exposition sur la guerre 14, ça fait maintenant plus de 3 ans, je pense. 4 ans peut-être même, là, le temps passe vite. On a eu également une exposition sur l'école, et notre prochain projet, c'est vraiment les cavalcades. Et puis, pour terminer, alors on va changer complètement de registre, et le 25 octobre, alors sujet un peu plus difficile, mais on considère que ça fait partie un peu de notre travail de vulgarisation, on va faire une projection sur un film de Buchenwald. Alors avec effectivement donc la présence à la fois de la réalisatrice, mais aussi de gens qui ont travaillé sur cette période. Et donc il y aura une projection avec un débat. Ça sera prévu donc le 25 octobre. Voilà. Et puis on s'acheminera comme ça vers la fin de l'année. On essaiera peut-être de réinsérer avant la fin de l'année une conférence une causerie que je n'avais pas pu malheureusement honorer sur le cheminement de la démocratie locale et tout ce qui tourne autour des maires, des élections municipales, etc. Donc si on peut la reglisser d'ici la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est un peu la perspective et l'activité de notre atelier d'ici la fin de l'année. Alors, il est temps maintenant de vous présenter donc Monsieur Sureau. Alors d'abord, c'est pour nous un honneur, hein, Monsieur Sureau, n'hésitons pas, de vous accueillir aujourd'hui. Bon, Monsieur Sureau fait partie de notre atelier, il nous soutient également, et donc il a bien voulu être le premier à ouvrir finalement nos travaux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nos animations, nos causeries, on le faisait donc de façon interne. On continuera naturellement de le faire, mais il nous paraît important de pouvoir ouvrir et surtout s'appuyer sur des référents et des compétences telles que la sienne. Alors, M. Sureau donc, est professeur agrégé d'histoire, donc il a enseigné à Pierre et Marie Curie, il est docteur en histoire contemporaine, moderne, histoire moderne. Et donc, par ailleurs, il préside aux destinées de l'Académie du Centre, société évidemment donc,
que tout le monde connaît, et donc Société Savante, qui est à l'origine d'un fonds documentaire aussi assez exceptionnel, puisque toutes les conférences qu'il présente en cours d'année font l'objet d'un recueil qui est déposé régulièrement aux archives. Donc, M. Sureau et son équipe contribuent, j'allais dire, à une connaissance intellectuelle de notre région tout à fait essentielle. Alors, il a bien voulu aujourd'hui donc intervenir donc sur un sujet sur lequel, me disait-il tout à l'heure, donc il travaille avec beaucoup d'intérêt. C'est tout le monde, on va dire le monde ouvrier, donc sur la période, disons fin 18e, un peu, même pas la moitié du 19e, puisqu'il s'arrête vers 1830. Je l'ai oublié de le dire également, qu'il est à l'origine de beaucoup d'ouvrages, dont le dernier est disponible, vous pourrez le consulter tout à l'heure, sur effectivement le Berry et la Renaissance. Il a travaillé aussi beaucoup sur la famille Balzan, sur la manufacture, enfin, je veux dire, donc, c'est quelqu'un qui fait référence au niveau de notre département et pas que. Et donc je suis vraiment très honoré, Monsieur Sureau, donc que vous puissiez daigner venir rencontrer une petite structure comme la nôtre, dont on s'inspire, enfin je veux dire, et précisément à votre contact, on peut nous-mêmes grandir. Voilà. Merci, je suis venu vraiment avec beaucoup de plaisir, parce que je suis membre de cette société, et puis j'ai beaucoup d'amis ici, et je n'ai pas hésité une seule seconde à me déplacer, enfin si je puis dire, jusqu'à Vels. Merci aussi d'être venu un samedi après-midi où il fait chaud, il y a beaucoup de sollicitations, parce que c'est la journée du patrimoine, et de vous déplacer, donc dehors c'est pas la fournaise, mais nous allons aller dans la fournaise des forges. Alors pourquoi j'ai proposé ce sujet à la société de Vels? C'est parce que j'ai en chantier depuis trop longtemps un livre sur la naissance de la classe ouvrière dans l'Indre, c'est-à-dire le monde du textile, des manufactures, ce qui m'a amené indirectement à m'intéresser à la famille Balzan, mais qui est un peu postérieure à la période que j'étudie. Et puis je me suis intéressé au monde des forgerons. Alors cet ouvrage est prévu en 13 chapitres, j'en ai rédigé 6, et puis il y en a 7 qui m'attendent, mais entre-temps, j'ai été sollicité pour des travaux sur le Berry de la Renaissance, qui m'ont beaucoup plu aussi. Donc le livre est un peu en panne, et je le regrette. Alors d'une certaine façon, pour moi, revenir à par cette conférence au monde ouvrier, c'est quelque chose, si vous voulez, qui me redonne du tonus pour envisager la suite et la conclusion de l'ouvrage. Alors si je me suis intéressé à cet aspect de la naissance de la classe ouvrière, c'est que, nous le voyons bien dans l'Indre, mais bien ailleurs, la classe ouvrière est en voie de disparition. Quand on pense aux grandes usines qui étaient dans notre département, évidemment à Balzan et autres, on voit bien que dans le demi-siècle que nous venons de passer, ce monde ouvrier disparaît. Et donc moi, je voulais aborder le problème de sa naissance, les questions de sa naissance. Alors bien entendu, à partir du moment où on s'intéresse aux forges, le principal complexe était celui d'Ardentes. Oui, peut-être que je peux. Alors, principal complexe qui comprenait 3 forges. Voilà. Je ne suis pas très doué pour tous ces instruments, mais je vais essayer de m'en débrouiller. Alors, la forge haute, la forge basse et la forge libre. Donc, un complexe dont on peut considérer que les 3 usines, si je puis dire, travaillaient ensemble. En ce qui concerne Ardentes, j'y reviendrai, il y avait donc 2 paroisses, Saint-Vincent et Saint-Martin. Alors,
Donc, je me sers ici d'un très beau document qui a failli disparaître. Je pense que vous voyez bien, sinon on peut peut-être éteindre, je ne sais pas. C'est l'Atlas des forges d'Ardentes qui a été, comment dire, produit en 1786 ou 87. Cet atlas, l'exemplaire que j'ai pu consulter, a failli être jeté au pilon. Et c'est quelqu'un qui l'a sauvé de la destruction. À un moment, c'était l'équipement, je crois, allait le faire détruire. Il y a des planches magnifiques. Donc là, vous avez une vue d'un plan de la Forge Haute. Donc quelques kilomètres plus loin en aval, la Forge Basse. Donc tous ces forges sont extrêmement bien représentées. Et puis là, je l'extrais d'une minute notariale appartenant à la famille d'Uris-Dufresne. C'est un plan de la Forge de Lille. Là, vous reconnaissez la nationale, hein, le rond-point maintenant. Ici, les forges, dont une a été restaurée. Évidemment, c'est un toit en tôle. Bon, c'est pas très beau, mais ça coûte très cher. Hein. Donc, ici, et puis un très vaste étang dont il reste, il y en a encore un aujourd'hui, mais qui n'a pas l'ampleur, certainement maintenant. Et puis, plus loin, ben, on retrouve le rond-point d'Auzan. Hein. Donc, c'est les trois forges. Les deux paroisses, alors, de ces forges, pardon, le paysage industriel qu'elles dessinaient a disparu, puisque là, on a encore des cartes postales des hauts fourneaux, mais maintenant, tout cela appartient au passé. Deux paroisses, donc Saint-Vincent, Saint-Martin, et ces deux paroisses étaient extrêmement différentes par leur recrutement sociologique, puisque les ouvriers de forge étaient presque tous rattachés à la paroisse Saint-Vincent, tandis que les travailleurs de la forêt ou des mines étaient rattachés à la paroisse d'Ardentes. Alors, le complexe d'Ardentes a été créé par les princes de Condé pour valoriser la forêt de Châteauroux, mais aussi la forêt de Beaumier, qui possédait un haut fourneau avec une détaxation fiscale. Donc, les princes de Condé ont regroupé tout dans un seul ensemble. Et ces forges, donc créées vers 1670, démarrent en gros vers 1675, et ont terminé leur existence en 1874. Voilà. Au départ, on a 50 ouvriers de forge que les historiens appellent ouvriers intérieurs, c'est-à-dire qui travaillent dans les forges proprement dites, et puis environ 230 à l'extérieur qui travaillent soit à l'extraction du minerai, au transport de ce minerai, au transport du charbon de bois, précédé évidemment par le travail des bûcherons, des fendeurs, qui sont toujours plus nombreux que les ouvriers proprement dit. Au moment où les forges sont extrêmement sollicitées sous la Révolution, puisqu'elles sont chargées de fabriquer des canons, et on a rajouté une entreprise supplémentaire à Étreché, la fonderie de canons est dans l'église, qui a été désaffectée à l'époque et interdite au culte. Donc, à ce moment-là, on a 85 ouvriers intérieurs et 320 qui sont à l'extérieur. Et puis, on a 54 maçons, puisqu'on est obligé d'édifier un certain nombre de fours et d'éléments supplémentaires. On arrive là, donc, à près de 450 personnes. Quand la forge, et je dirais à son apogée, donc période de révolution depuis le début du 19e siècle, on peut y associer environ 400 personnes qui font vivre, avec leur famille, près de 2500 personnes. C'est un des gros groupes sidérurgiques français, hein, un des plus importants, mais évidemment, aujourd'hui, les tonnages nous paraîtraient tout à fait ridicules.
puisque on ne sort à peu près que au maximum 1500 tonnes de fer par an. Donc c'est un rendement très faible et un peu plus évidemment de fonte, mais qu'on ne garde pas. Donc c'est très très peu. Il faut toujours avoir à l'arrière-pensée que le fer à l'époque c'est extrêmement cher, extrêmement coûteux et que c'est un produit très précieux. Alors, nous avons donc ces deux populations qui sont très différentes, les extérieurs et les intérieurs. Comme les extérieurs ont été remarquablement étudiés dans l'ouvrage qui s'appelle « Le peuple de la forêt », qui décrit la vie des bûcherons, des gens des bois, alors dans tout l'ouest de la France, mais qui a pris beaucoup d'exemples dans la forêt de Châteauroux. Je ne dirai que rapidement quelques mots, parce qu'il faut quand même les évoquer pour voir les rapports avec les ouvriers intérieurs, et je me consacrerai aux ouvriers de forge proprement dit. Alors, me consacrant aux ouvriers de forge, mon travail, je ne suis pas un technicien de la sidérurgie. Bon, j'ai décrit les métiers, bien sûr, mais je me suis surtout intéressé à la vie familiale, à la vie professionnelle et à la vie et l'insertion dans la société du temps de ces ouvriers, de leur famille. Donc c'est cet aspect-là que je voudrais, si je ne suis pas trop long, vous développer. Alors nous avons affaire à deux populations très différentes. Donc les extérieurs sont des forestiers, des mineurs, des muletiers. Ces gens sont très nombreux dans notre région, qui est très abondante en forêt, dont celle de Châteauroux, associée celle de Beaumier, ici, et puis autour à l'ouest d'Argenton, on a toute une série de forêts, mais pas toutes insérées, qui travaillent pour les forges d'Abloux, et puis entre Busancé et Vendeuvre, vous avez toute une série de forêts qui travaillent pour les forges de la Caillaulière ou de Corbenson. Donc, ce qui a amené la prospérité des forges berrichonnes, c'est l'abondance du bois, beaucoup de minerais superficiels et cette liaison facile entre les deux ensembles. Alors, ces extérieurs, donc, qu'est-ce que l'on peut très rapidement en dire? Donc, ils vivent dans la forêt et ce sont des gens qui se déplacent souvent. Donc, ils travaillent selon les nécessités du moment, les demandes de chaque forge dans, la forêt du Poinçonnet ici. Voilà. Là, vous avez l'itinéraire, vous voyez, d'un personnage qui s'appelle Nicolas Le Rouge. Bon, ben, il a travaillé à Louroué, il a travaillé du côté du Blanc, il est remonté ensuite vers le Poitou pour descendre en bas Poitou. Vous voyez que ces gens se déplacent fréquemment. C'est un point extrêmement important dans leur style de vie. Se déplacent aussi très fréquemment les muletiers et les gens qui extraient le minerai, qui le transportent, ou bien le fondant qu'on appelle la castine, qui est un calcaire, une pierre qui aide à la fusion du fer. La plupart du temps, ils vivent dans ce qu'on appelle des loges, c'est-à-dire des demeures au sein des forêts, ou proches, et des demeures qui sont construites en bois et donc précaires. Alors bien évidemment, le toponyme les loges est très répandu en Berry, et à Ardentes, chacun connaît les loges de l'Accueil, les loges du Plessis, les loges de Dressé. Comme ces populations étaient assez fluctuantes, on a cherché, surtout au XVIIIe siècle, à d'une part les fixer, d'autre part les contrôler, car il était extrêmement difficile de percevoir les impôts sur des gens qui n'étaient pas toujours là. Donc l'atlas de la forêt, qui est le deuxième atlas qui, si je ne me trompe pas,
concerne cet ensemble et qui est de 1786 ou 87, la classe de la Forêt renferme un plan des loges de dressées, chacune de ces loges étant numérotée et étant bien repérée de façon à ce qu'on puisse y collecter l'impôt. Base fondamentale de la société d'avant la Révolution, où payer ses impôts est une obligation absolue et ne pas les payer un crime grave. Donc là aujourd'hui, ça serait quelque chose qui pourrait les emmener à la corde. Hein. Donc voilà, on a cherché à fixer, car effectivement, l'opinion, à tort ou à raison, dans le peuple de la forêt, on montre que ce sont souvent des clichés. L'opinion se méfiait beaucoup de ces populations, et un rapport de 1737 rédigé par un procureur de Châteauroux sur les gens des loges de dressées et d'accueil dit « ils forment une espèce de république sans foi ni loi et dans lequel on ne peut pas se rendre parce qu'on n'est pas en sécurité ». On appelle ça aujourd'hui un quartier de non-droit. Alors c'est vrai. Bon, donc il faut y aller armé. Hein. Ce sont des quartiers, enfin pas des quartiers, des lieux tout de même assez difficiles, mais il faudrait évidemment nuancer tout cela. Ben voilà, alors ça n'est pas d'ici parce qu'il y a, je crois, une carte postale, et je n'ai pas pu remettre la main dessus, sur des charbonniers dans la forêt du Poinçonnet, mais ça se ressemble partout. Voilà ce qu'était une loge. Hein, oui. Donc, une maison, une demeure couverte de terre et de bruyère, assez imperméable d'ailleurs, mais permettant, si je puis dire, une vie sommaire. Hein. Mais évident que ces gens, notamment s'ils sont charbonniers, ou quand le four est lancé, il faut être présent sur place hein, pour le contrôler, vivent dans les bois. Voilà encore une deuxième image qui n'est pas, je crois qu'elle est du Poitou, mais j'en suis pas sûr, elle a été fournie par des gens de Bélabre. Donc voilà ce qu'étaient ces loges, elles se ressemblent partout. Alors, ces populations, comment dire, sont, en ce qui concerne Ardentes, rattachées la plupart soit à l'Ourouet, puisque la forêt est en partie sur cette paroisse à l'époque, soit à la paroisse Saint-Martin d'Ardentes. Voilà. Alors, donc population par certains côtés marginale, mais indispensable à la vie des forges. J'en viens maintenant, plus précisément, au monde des forgerons, avec un beau dessin extrait des travaux préparatoires aux esquisses pittoresques du département de l'Indre, qui donc, on est dans les années 1850. Vous voyez le forgeron avec son tablier de cuir, hein, pour éviter les projections incandescentes, sont protégées, et puis cette grande tenaille qu'on appelle la coisse. Et j'aurai à redire pourquoi il faut retenir ce vocable. Voilà. Alors, ces forgerons, nous allons les suivre au travail, en premier temps. Ensuite, nous les verrons dans leur cadre de vie. Puis, nous verrons, comment dire, ensuite, leurs caractéristiques familiales. Alors, au travail, les métiers de forge, premièrement, sont des métiers très durs physiquement. Donc là, vous avez un très beau dessin tiré des esquisses pittoresques du département de l'Erdre, un martinet qui est mu par une roue avec des godets et l'eau la fait tourner. Donc une forge doit être près d'une rivière. C'est obligatoire. Vous voyez que c'est un rude travail, hein. C'est marteau-pilon, hein, en quelque sorte, là. Et puis les meilleures vues se trouvent dans le magasin pittoresque, qui est une revue hebdomadaire du 19e siècle. Malheureusement, elle ne passe pas bien du tout, le papier étant de mauvaise qualité et, comment dire, trop peu épais pour faire de bonnes photos.
Donc je vous les montre, mais c'est très très peu parlant. Oh, là encore que c'est pas si mal que ça. À gauche, vous avez des chargeurs. Métier technique très compliqué. Il s'agit de faire la charge du fourneau par le haut, qu'on appelle le gueulard. Bien ajuster le charbon de bois, le minerai, la casquine en bonne proportion. Et donc, c'est un métier qui exige une technicité très importante. Et puis là, à droite, on a, je pense, au bas d'un fourneau, la réception d'une coulée. Et là aussi, c'est un métier très technique où aucune coulée ne ressemble à une autre. C'est-à-dire qu'il faut, pour l'ouvrier, bien savoir à quel moment ça va être prêt. Donc, et ensuite, réceptionner le métal en fusion, le faire couler dans des gueuses et le faire refroidir pour qu'ensuite on le transporte à la filerie. Alors, métier physiquement très très dur, ça c'est très important. Et ensuite, métier qui exige une présence permanente. Quand le fourneau est allumé, c'est pour une saison, et donc il faut être présent le jour, la nuit. Il faut éviter d'être malade. Donc il y a toute une série d'ouvriers qui s'appellent rechange, c'est-à-dire qu'ils sont capables de remplacer quelqu'un qui est défaillant pour pouvoir l'aider. Là, ensuite, on travaille dans la chaleur, mais aussi dans le froid, car les forges sont, ouvertes sur l'extérieur pour des tas de raisons, et donc on a des contrastes de température qui sont considérables, et c'est donc quelque chose qui est très très exigeant, d'où le fait qu'il n'y a aucune femme qui travaille dans les forges, dans l'aspect intérieur. Ça, c'est impensable dans ces métiers physiques et d'une très grande pénibilité. Voilà encore une image du travail au martinet, sur le métal en fusion. C'est peut-être de l'affinage, c'est-à-dire qu'on prend des fontes, qu'on refait chauffer, et ensuite on les frappe pour éliminer les impuretés et autres, et aller vers le processus de fabrication du fer. Puis après, il faudra le mettre en barre, en tôle et autres, c'est la fonderie, etc. Donc, travail très, très dur. Alors, ce travail très, très dur, il est souvent aussi temporaire, c'est-à-dire que la forge ne peut fonctionner que s'il y a suffisamment d'eau pour entraîner les martinets. Donc là, actuellement, impensable de faire fonctionner une forge. Donc les ouvriers vont souvent se déplacer eux aussi, parce que là où une forge a suffisamment d'eau pour travailler, on va pouvoir les employer. Ils vont aller donner un coup de main à une autre forge. Donc, ils se déplacent. Alors, j'ai bien calculé pour ceux d'Ardentes que j'ai repérés, plusieurs, au moins 200 ou 300, que, en gros, 3 sur 4 ont connu au moins 2 forges. C'est-à-dire que je les repère dans une forge, mais dans une autre. Et puis, un quart au moins, a travaillé dans 3 ou 4 forges. Donc, ce sont des gens qui se déplacent. Là aussi, ça pose un problème fiscal sur lesquels je reviendrai. Le travail, l'embauche, elle se fait oralement, le plus souvent, entre le maître de forge ou son régisseur et l'ouvrier, mais on a parfois la chance de rencontrer quelques contrats notariés d'embauche de ces personnes. Ce qui se ressort, c'est que les conditions de travail sont bien fixées, avec le type de travail que fera l'ouvrier, là,
le temps qu'il pourra être mobilisé, l'engagement, je vais revenir, de ne pas quitter son travail si celui-ci n'est pas terminé. Donc il y a un certain nombre de clauses. Il reçoit en général, au moment de l'embauche, s'il n'est pas à la forge, où il va travailler, le maître de forge lui paye son déménagement. Donc c'est un point important et lui donne une petite avance salariale, mais très très légère, qu'on appelle une épingle. Donc voilà. Alors très souvent, l'embauche va se faire en ce sens que l'ouvrier amène un de ses enfants comme apprenti. Donc pour le maître de forge, c'est un avantage. Il n'est pratiquement pas payé, cet apprenti. Ça va être dans la paye du père ou du cousin. Et ça permet d'assurer une relève. S'il est suffisamment formé au bout d'un an ou deux pour pouvoir être rechange, c'est-à-dire aider en cas de l'absence ou de la maladie d'un ouvrier. Alors, les rémunérations, elles sont bien connues pour la seconde moitié du XVIIIe siècle. Je n'ai pas trop travaillé le XIXe parce qu'il faut brasser quand même énormément d'archives. L'ouvrier de forge est, par rapport à la société du temps, bien payé. Il gagne pour les professions les plus qualifiées, c'est-à-dire les affineurs ou les chargeurs sont aussi très, très qualifiés, ainsi que ceux qui assistent au coulé. Il gagne entre 500 et 700 livres par an, c'est-à-dire, disons, plus qu'un compagnon de ville, qui gagne autour de 450 par an. Donc, c'est déjà bien rémunéré. Le mieux rémunéré à Ardentes, c'est le souffletier, qui est celui qui met au point les soufflets qui permettent au bas du fourneau de nettoyer, d'oxygéner et d'accélérer la combustion. Il gagne 1500 livres par an, c'est un très gros salaire. Et il est logé au château d'Auzan. Donc c'est quand même... bon, là, on n'est plus dans le monde ouvrier, on est dans le monde presque d'un ingénieur technicien. Donc il gagne bien. Alors les apprentis ne gagnent pas beaucoup, 100 livres par an, c'est dans toutes les forges françaises le tarif, si je puis dire. Mais à ces aspects s'ajoutent des avantages non négligeables. Pour la plupart d'entre eux, le logement leur est fourni par le maître de forge, donc je reviendrai sur les logements ouvriers. C'est pratiquement obligatoire, puisque comme le travail est en continu, il faut que l'ouvrier loge à côté. Il ne peut pas être à 10 km, surtout à l'époque. Alors, ils ont en principe le logement, avec un jardin. Là. Alors, essentiel, fondamental dans ce monde des forges, ça je l'ai vu dans tous les contrats ou dans le vécu, c'est le vin. La forge, le maître de forge, fournit du vin. C'est ce qu'ils appellent les vins bons. Et la quantité de vin qui est fournie nous effraierait un peu. On en est au moins 5 litres par jour. Hein. Des gens qui, pour faire leur travail, boivent, mais pas d'alcoolique, hein. C'est pour avoir des tonus. Et puis, l'eau étant, à l'époque, quelque chose de dangereux, boire du vin, c'est l'intérêt calculé du maître de forge. Je vais vous le dire pourquoi après. Donc, ils ont du vin, et quand il n'y a pas de vin, ils arrêtent de travailler. C'est clair et net. Donc, c'est là. Le vin. Ensuite, c'est le cas à Ardentes, mais pas partout dans les forges, il y a une boulangerie. Alors, on voit encore l'emplacement, la forge haute, si vous y allez, si vous prenez le chemin, ce s'appelle chemin noir. Hein, là, sur la droite, il y a l'emplacement de l'ancienne boulangerie. C'est même pas l'emplacement, le four existe toujours. Le four existe toujours. Au début, on le fait marcher quand il y a les fêtes. Oui, j'ai entendu parler. Ben, je viendrai là. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si le maître de forge leur paye le pain ou si
ils doivent se débrouiller pour trouver leur farine et leurs produits, et puis il ne fait payer que le four, je ne sais pas. Hein. C'est pas bien explicite. Alors, ils ont droit aussi à du bois. Hein. C'est très important, là aussi. Donc parfois, quand la forge ne travaille pas, la plupart, à la demande du maître, vont faire du bois pour eux, mais qui est gratuit. Donc, ils ont du bois. Et puis, il y a la question des impôts. Comme beaucoup se déplacent, il est très difficile de percevoir l'impôt, parce que sous l'Ancien Régime, l'impôt se percevait 4 fois par an. Les collecteurs faisaient une tournée, passaient dans chaque famille. C'est évident que si le forgeron n'est pas là, il ne va pas être payé. Et du coup, ça fait du retard, etc. Alors, j'étais très surpris en regardant les rôles de taille ardente, je ne voyais pas de forgeron. Mais après, j'ai compris l'explication, non pas ardente, mais à Blou. C'est le maître de forge qui payait les impôts. Ce que je ne sais pas, c'est si il se faisait rembourser de ce qu'il avait avancé, ou si ça fait partie du contrat de travail, c'est-à-dire que l'impôt est payé par l'employeur. Je ne peux pas vous le dire. En tous les cas, ils n'apparaissent pas comme sujet devant payer l'impôt sur les rôles fiscaux. Voilà. Alors, quand il y a des temps morts, c'est-à-dire que la forge ne peut pas travailler et qu'ils ne sont pas partis dans une autre forge, par accord entre maîtres de forge. Je te les prête un mois, mais tu me les rendras un mois quand j'aurai besoin, moi, d'une équipe supplémentaire. Donc, ils ont une rémunération minimale. Et il y a des conflits là-dessus. Donc, j'en ai vu un acte notarié intéressant par des forgerons d'Ardentes. Devant le notaire, ils font constater que l'Indre n'a pas assez d'eau pour faire tourner la forge, contrairement à ce que dit le maître de forge. Donc, du coup, ils ne travaillent pas. Et donc, du coup, ayant vu le notaire, ils veulent opposer ce document en justice en disant qu'ils doivent toucher l'indemnité de base et qu'ils ne sont pas des gens grévistes, entre guillemets. Alors, les conflits du travail. Les conflits du travail, on en rencontre dans ce monde, mais ce n'est pas le quotidien, à mon avis. Là, je vous l'indique pour mémoire, on ne va pas la lire, c'est un forgeron qui s'appelle Pouget, une des familles les plus présentes aux forges d'Ardentes. Il se plaint qu'on lui fait faire un travail pour lequel ce n'était pas ce qui était prévu dans son contrat d'embauche. Il écrit donc au régisseur ou au maître de forge en disant que je n'ai pas été embauché pour faire telle tâche, mais pour une autre. Et bon, sa lettre, on n'entrera pas dans le détail, on a du mal à comprendre ce qu'il demande, parce qu'elle n'est pas dans un français clairement maîtrisé. Le principal source du conflit concerne l'arrêt, un arrêt du Conseil d'État du Roi qu'on trouve à Bourges, qui concerne l'ensemble des forges françaises, donc celle du Berry. C'est le problème des ouvriers qui abandonnent leur travail dans les fourneaux alors que le travail n'est pas fini. Et là, ils peuvent être poursuivis et passibles d'une amende de 300 livres d'amende. Donc, quand je vous dis qu'ils gagnent en gros 500 livres par an, 300 livres, ça fait 6 mois de salaire. Hein. Là. Alors, pourquoi est-ce que c'est récurrent dans les forges? C'est que les maîtres de forge se débauchent les ouvriers les uns des autres. Donc, il y en a attirés par une meilleure rémunération sur une autre forge qui s'en vont. Et donc, pour empêcher cela, les lois sont extrêmement sévères, appliquées, je ne saurais vous dire. En tous les cas, c'est un des types de conflits du travail. Alors, le problème des autres conflits du travail peuvent venir soit du relationnel avec le maître de forge, mais c'est assez rare, soit du fait que les ouvriers, s'estimant mal payés ou pas suffisamment, eh bien, s'attroupent
et portent des armes et forment des sociétés, disons, plus ou moins clandestines, qui d'une part empêchent de nouveaux ouvriers de venir pour les remplacer, et d'autre part font pression sur le maître de forge, parce que si sa forge ne tourne pas, pour lui, c'est la catastrophe. Donc, nous avons des édits. Alors celui-ci est bien pour les ouvriers de forge Berrichon, fin 18e, on leur interdit de se coaliser, et on interdit aux taverniers et cabaretiers de les recevoir s'ils font des coalitions pour, comment dire, faire augmenter le salaire. Donc, voilà la condition au travail. L'un des problèmes que j'ai cherché à voir, c'est celui des maladies professionnelles. J'y reviendrai parce que la mortalité des forgerons est quand même forte. Alors, accident du travail, ça ne fait pas partie de la culture de l'époque d'en parler, ni de parler d'indemnité, ni de parler même officiellement de cela. Donc on n'en parle jamais. Je n'ai trouvé qu'un cas où le curé, alors je crois que c'est Ardent, je l'ai plus en tête, indique qu'un ouvrier est mort parce qu'il a reçu un coup de cinglard. Un cinglard, c'est une sorte de grosse boule qui tourne, qui permet de couper des barres de fer. Si vous prenez un coup de cinglard, vous êtes tué, hein. C'est extrêmement dangereux. Donc là, on indique cet accident du travail. Pour le reste, on n'en parle pas, mais il est évident que dans ce genre de métier, il devait y en avoir. Bon, c'est silence. Par contre, ce qui est fréquent, là ça m'a surpris, c'est les noyades. Alors, les noyades, soit parce que les ouvriers sont descendus dans les conduites de l'eau pour réparer quelque chose, là, soit il y a, comment dire, des étangs. En général, les forges sont associées à des étangs. Les rivières sont barrées pour qu'on ait un débit à peu près permanent. Et surtout les jeunes, je crois qu'ils allaient se baigner quand il faisait chaud. Et bon, il y a des noyades. Ça, j'en ai repéré au moins dans les forges sur un demi-siècle au XVIIIe, j'en ai repéré une vingtaine. C'est beaucoup. À une époque, on nageait pas. Hein. Donc, mais ça ne concerne quand même plus rarement les ouvriers, l'ouvrier interne. Alors, très vraisemblablement, compte tenu du charbon de bois, compte tenu des poussières de minerais, compte tenu du fait que les scories sont en général dans les cours des forges, les maladies pulmonaires ne devaient pas être rares. Alors j'ai cherché un exemple, c'est de voir les maladies professionnelles des forges, l'exemple lié à l'éruption du Laki. Alors le Laki est un volcan islandais qui est entré en éruption dans l'été 1783. Il a été repéré un nuage soufré venu de l'Islande, traversant l'Europe et passant en France, alors frôlant à peu près l'Indre, donc ici. Vous voyez le Berry, juste à la limite, et effectivement, le curé du Blanc a noté, je ne sais plus quelle époque, au mois d'août, qu'il avait fait très sombre dans la journée, que le ciel était devenu jaune, et qu'ensuite, pendant plusieurs semaines, le ciel était obscurci par des poussières. Comme les ouvriers de forge étaient particulièrement, à mon avis, exposés aux problèmes pulmonaires, je me suis demandé si cette éruption avait eu des conséquences. C'est très difficile à trancher, mais il y a dû y en avoir, parce que l'année suivante, au début de l'année suivante, en 84, il y a une épidémie qui est une maladie pulmonaire à coup sûr aux forges ardentes. Là, le maître de forge s'affole parce que ses ouvriers meurent en grand nombre et il fait appel à un médecin des épidémies du Berry qui vit à Issoudun, Pignot,
qui vient à Ardentes examiner la situation dans les forges. Donc, oui, il y a eu des problèmes, certainement, mais c'est relativement compliqué parce que le pic de mortalité que j'ai cherché chez les forgerons dans l'été 84 est pas très marqué, et il y a beaucoup d'autres Ardentais qui ne travaillent pas aux forges, qui sont morts de maladies pulmonaires, et puis il y en a aussi à Maron. Donc, c'est pas entièrement lié aux forges. Mon ami Christian Poitou, qui est un historien démographe du XVIIIe siècle, je lui ai dit, t'as entendu parler de ça? Il me dit oui, mais sur le Laki, en même temps, il y avait une grippe, qu'on appelle la grippe moscovite. Et il dit, elle a emporté sûrement plus de gens que le Laki. Alors, le maître de forge d'Ardentes s'affole, bien évidemment, et il va demander et obtenir du comte d'Artois une aide pour acheter de la viande, de façon à ce qu'une meilleure nourriture puisse leur permettre de se remettre sur pied. Voilà. Donc, métier difficile, métier à risque d'accident, métier sûrement pour la santé pas très bon. Tout cela explique que nous verrons que la mortalité était forte. Je vais maintenant passer au cadre de vie. Alors, les maisons. Le logement ouvrier est, lié aux forges. Malheureusement pour Ardentes, il y a peu de mes ouvrières qui sont encore dans le jus de l'époque. Donc là, vous avez toute une série de maisons, je vais vous la montrer, qui sont à la forge haute, et qui bordent la cour. Là. Alors, forge basse, on ne les voit pratiquement pas, c'est pas facile, vous étiez là, ici. Donc, ces maisons. C'est plus intéressant le plan à la forge de Lille. Ça, c'est le cadastre napoléonien, mais ça ne rend pas beaucoup. Chaque maison, là, vous ne pourrez pas le voir, on le voit mieux quand c'est... chaque maison a un jardin. Vous voyez les bandes qui suivent avec les numéros, là, et vous avez les maisons. Pratiquement, on ne les voit plus aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors, ces maisons se présentent en général comme des modules. Alors, voilà à la forge haute, la cour, hein, ce qui reste, mais là j'ai pris la façade interne, qui est encore un peu préservée. À l'extérieur, il y a des balcons, il y a des vérandas et tout. On n'y est plus. Hein. Par contre, les mieux conservés sont à Crozon-sur-Vauvre, là, et à Vélarbre. Hein. Là, on en voit encore. Mais vous voyez ces maisons, ici, encore que là, je pense que peut-être une version 19e, c'est-à-dire avec un étage. Au 18e, c'est pas évident. Là, vous voyez que ça fait des modules. Bon, alors là, il y en a deux qui ont été accolés, hein, vraisemblablement. Donc, voilà. Hein. Ces maisons, mais qui, pour l'époque, finalement, présentent au moins une qualité aussi grande que à la campagne. Hein. Voilà. En général, elles étaient quand même surmontées d'un grenier où on pouvait mettre du foin ou un peu de réserve pour la nourriture ou autre. Et là, je ne vois pas s'il y a peut-être des greniers, mais tout cela est quand même bien transformé. Ils ne sont pas très très bien conservés ici. Donc, ce cadre de vie est finalement sûrement apprécié de ceux qui y résident, car, si vous voulez, c'est quand même des maisons qui ont le minimum de confort de l'époque, c'est-à-dire une ou deux pièces en bas. Alors souvent à la campagne, il n'y a qu'une pièce, hein, là, et un jardin, quelques dépendances. J'en viens maintenant à la dynamique des populations. D'abord les mariages. Alors les mariages, là c'est très clair, très net. Les contacts entre le monde des ouvriers de la forêt ou des mines et les forgerons n'existent pas.
C'est-à-dire qu'il y a très très peu de mariages, très faible proportion qui associent les deux ensemble. C'est vraiment très séparé. C'est ce qui m'a frappé. Donc, alors à Ardentes, c'est clair et net, hein, parce que comme les ouvriers de la forêt sont très très proches géographiquement des ouvriers des forges, il y aurait pu avoir des mariages, des intermariages, on ne le repère pratiquement pas. Alors, j'ai pu étudier 71 mariages. Sur ces 71 mariages, alors j'ai travaillé que de 1750 à 92, parce qu'après, il y a eu les municipalités de canton, on ne s'y retrouve plus. Ça demanderait des heures et des heures de reconstitution. Donc j'ai pris ce qui était relativement homogène. Sur 71 mariages, il y en a 49 où on a un mariage qui est lié, qui associe deux familles d'employés des forges. Donc ça fait les 2/3. Alors, le reste, quelques mariages avec des gens, des travailleurs extérieurs, là, des artisans, mais aucun avec des gens de la terre, des filles ou des garçons de la campagne, plutôt ici les filles, pas. Parce que là, c'est typique du 18e, et au 19e, ça sera encore peut-être plus net. Les gens de la campagne sont tenus par les forgerons pour des ploucs, hein, entre guillemets. Donc, non, hein, pratiquement pas. Alors, l'âge au mariage est assez tardif, mais typique du XVIIIe siècle. 27 ans pour les hommes, c'est assez tardif, mais c'est la moyenne de l'époque. Là. 21 pour les filles, donc là, comme la majorité est à l'époque, la majorité civile est à 25 ans, la plupart des filles se marient mineures. Hein. Là. Mais bon, pour nous aujourd'hui, ça n'aurait pas beaucoup de signification. Voilà. Alors, contrairement à l'habitude qui est en Berry de se marier, le mois c'est février, qui était le principal mois des mariages, là c'est juillet. Pourquoi? Parce que en février, les forges tournent, il y a de l'eau. Là, en juillet, on risque des assecs, donc c'est la période où ça diminue le moins. Là, vous avez sur la gauche un contrat de mariage, ici, qui nous renseigne d'ailleurs, mais là, j'ai pas fait l'enquête encore, sur le degré d'instruction, qui est assez bon, selon moi. Toutes les familles que vous avez là, pour un contrat de mariage entre Marie Clinchamp et l'autre garçon, j'arrive pas à bien lire, d'ici, c'est typique de leur contrat de mariage, les signatures, les témoignages, c'est des forgerons, des familles de forgerons. Donc le groupe est très très cohérent pour l'union des familles. Voilà. Alors, autre point sur lesquels j'ai enquêté, c'est les conceptions prénuptiales. Alors, j'ai regardé, comment dire, les naissances, donc avant 8 mois de mariage. Sachant que pour Ardentes, il n'y a pas trop de mobilité, ou il faut une mobilité entre la Forge de Lille et Ardentes et autres, donc le suivi des familles, on peut le faire assez bien. Et en considérant qu'une naissance prématurée, d'un point de vue de la morale du temps, c'est avant 8 mois. Alors là, c'est clair, net et radical, et c'est un contraste total avec les filles qui travaillent dans les usines, les manufactures textiles à l'époque. Aucune mariage, aucune conception anténuptiale. Aucune. Donc les filles des forges sont verrouillées. Ça c'est clair, mais ça se comprend dans la logique des familles, parce que la fille est un outil, entre guillemets, pour les stratégies de travail et pour la cohésion de l'ensemble du groupe.
Alors que quand on regarde à la manufacture, au 18e ou au 19e, il y a entre le quart et le tiers des filles ouvrières qui sont enceintes au mariage. Alors là, non, pas du tout. Donc ceci nous renvoie, à un modèle d'un groupe très cohérent, très solide. Alors, j'ai regardé aussi si des ouvriers avaient fait des enfants à des servantes ou à des filles qui rôdent autour des forges. A priori, très peu. Sur Ardentes, j'ai trouvé qu'un seul cas. J'ai regardé si, par ailleurs, l'encadrement, les maîtres de forge, peut-être pas eux, mais les régisseurs, ceux qui étaient un petit peu, en haut de la hiérarchie, avaient engrossé des filles de forgerons. Quasiment la certitude que non, et qu'ils ne s'y seraient pas risqués. Et qu'ils n'auraient, le harcèlement, ça ne devait pas être la norme dans les forges. Donc, on a un groupe qui se tient très solidairement. Alors, la fécondité, elle est assez forte. Disons que sur à peu près 70 familles que j'ai pu repérer, il y a 50 qui ont eu plus de 5 enfants. Ce qui est un peu supérieur aux normes de l'époque pour les familles, sachant que les familles étaient forcément très souvent interrompues par le décès d'un conjoint ou autre. Et donc, les familles de 10-12 enfants, c'est rarissime, parce qu'on était mariés pour moins longtemps qu'aujourd'hui. Quand on a fait 20 ans de mariage, on était déjà pas dans les records, mais les noces d'or, ça ne devait pas se fêter souvent. Hein. Voilà. Et donc, plus de 5 enfants, ce qui présente une fécondité assez forte. Et là... Excusez-moi, mais combien il y avait de décès à la naissance aussi? Ah ben, je vais revenir après. Oui, donc voilà. Hein. C'est une... une proportion plutôt haute quand même. Mais on voit aussi que pour ces familles-là, avoir des enfants, c'est l'assurance de pouvoir faire un apprenti, donc de pouvoir rester dans la maison, etc. Voilà. Alors, les conceptions, on peut les calculer, ce qui est tout à fait différent des autres populations françaises, où il y a quand même des mois où il y a beaucoup plus de conceptions que d'autres. Là, c'est tout au long de l'année, c'est très homogène. Sachant que dans l'ancienne France, les conceptions de carême étaient très rares, puisque les relations sexuelles étaient logiquement prohibées par l'Église pendant la période du carême. Non. Bon, là, apparemment, chez Forgeron, ça tient sûrement à la disponibilité des maris dans cette période-là, qui sont plutôt là. Et l'été, ils vont plutôt s'éloigner. Alors, la mortalité, maintenant. J'ai calculé la mortalité. Il faut, quand on fait de la démographie d'Ancien Régime, il faut, éliminer la mortalité infantile, parce que sinon on arrive à des statistiques, on arrive à une espérance de vie de 20 ans, ce qui n'a pas de sens. Donc là, j'ai pris la mortalité à partir de 16 ans. Alors, l'âge moyen pour les hommes de mortalité, c'est 34 ans, ce qui est quand même jeune, même pour l'époque. Donc, c'était un métier mortifère. Pas de problème. Chaud et froid, coup sûr. Infection pulmonaire par les poussières de charbon de bois. Hein. Le minerai aussi, là. Donc, très rude. L'espérance de vie pour les femmes est de 39 ans. Ce qui est très logique, puisque l'espérance de vie féminine est toujours supérieure à la masculine. Là. Les mortalités par accouchement, je n'ai pas pu trop les voir, parce que les curés ne notent pas. On peut les deviner quand il y a un bébé qui a été baptisé, puis la mère meurt 3 jours après, c'est une des suites de l'accouchement. Hein. Mais sinon, là, donc je ne peux pas trop vous dire. Bon, je pense que ça obéissait à la moyenne. Alors,
Donc une mortalité quand même très, très nettement marquée. Alors, mortalité des enfants. J'ai pu repérer de 1750 à 92 389 naissances chez les forgerons d'Ardentes, et j'ai pu repérer 209 décès d'enfants de moins de 10 ans, là, donc on arrive à plus de 50% de décès avant 10 ans. Ce qui est la norme française de l'époque, échelle plutôt haute. Donc la mortalité des enfants était nette. Et je pense qu'elle est sous-estimée parce qu'il y avait certainement quelques enfants qui étaient chez les grands-parents ou autres qui sont décédés ailleurs et que je n'ai pas repérés. Alors, ces enfants-là, si on regarde les grandes familles, celles de plus de 5, ces grandes familles de plus de 5, j'ai pu repérer un taux de mortalité à plus de 50%. Donc, effectivement, pour amener 2 enfants à l'âge adulte et un garçon comme apprenti, il fallait en faire 5. Donc, sinon, le capital familial, en quelque sorte, risquait de se réduire. Donc voilà, quelques mots pour dire qu'il y a des familles qui sont extrêmement présentes tout au long de l'époque, au moins 18e. Alors on a les Chiquet, les Clinchant, les Courroux, les Génie, les Jusques, les Lebrun, les Le Salle, Mardel, Moisy, Nourry. Et maintenant, grâce à la généalogie sur Internet, on connaît bien l'origine de ces familles présentes à Ardentes au XVIIIe siècle et encore au XIXe. Elles sont venues quand le prince de Condé a créé ses forges, et elles viennent de la Mayenne, précisément de Port-Brillet, une grosse entreprise sidérurgique de la Mayenne. Elles viennent de l'Orne, donc métallurgie normande, mais sud-normande, et un peu de Bretagne, du côté de Hennebont, c'est à côté de Lorient, et de Châteaubriand. Voilà, ils sont originaires de là, et on les raccorde maintenant, on peut remonter jusqu'au XVIe siècle, dans les années 1580, on peut remonter ces familles qui sont restées là. Sensibilité. Rapport avec les maîtres. Ce qui, moi, me paraît le point essentiel, c'est qu'il y a une grande cohésion avec les maîtres. Les maîtres de forge, ou les régisseurs, parce que le maître de forge est souvent lointain, il possède la forge, il en fait la gestion financière, mais la gestion technique est confiée à un régisseur. Alors, on le voit quelques éléments. Premièrement, il y a beaucoup de maîtres ou de régisseurs qui viennent au baptême des enfants de leurs ouvriers et qui signent là. Et on a aussi la présence comme parrain, ou plutôt parrain, voire la femme du maître de forge ou du régisseur marraine, dans ces mêmes familles. Donc, il faut un groupe cohérent. D'autre part, quand il y a des problèmes à la forge, et que, par exemple, la maréchaussée vient faire un tour, ils sont toujours la même attitude: vous ne rentrerez pas sans l'accord signé du maître de forge. Ça veut dire que le maître de forge, pour eux, est l'autorité légitime à laquelle ils s'estiment soumis et à laquelle ils ne veulent pas déroger. Donc, ces liens sont très très forts. Ce sont des liens qui sont, là encore, montrent que le monde des forges forme une cohérence qui ne se retrouvera pas dans d'autres secteurs. Alors, les ouvriers, souvent dans les forges, ont une confrérie autour de Saint-Éloi.
je n'ai pas pu l'identifier pour Ardentes. Bien qu'au château de Clavières, il y ait une chapelle Saint-Éloi, mais je ne la connais pas. Donc, oui, il y a un culte de Saint-Éloi. Confrérie de Saint-Éloi chez Forgeron d'Ardentes, je ne peux pas vous le dire. Là. Par contre, nous avons un très beau texte du début du XIXe siècle, au moment où quelqu'un d'Ardentes rédige pour le préfet d'Alphonse, qui prépare son mémoire statistique, qui rédige un texte sur la vie dans les forges. C'est un texte merveilleux. Alors, il indique que la Saint-Éloi est très fêtée par les ouvriers d'Ardentes et qu'ils rendent ce jour-là hommage au maître de forge en venant et en honorant le maître de forge, se rend au château, et sa femme. Par ailleurs, donc ils offrent un bouquet de fleurs à la femme, et ensuite le maître offre du vin, et un ouvrier va montrer sa virtuosité en faisant manier un marteau-pilon dans un bâtiment technique, mais en ne cassant pas le verre. Donc, il y a tout un éloge, le maître donnait du vin. Et alors, le lendemain, ils font une fête plus particulière entre eux, et qui s'appelle la Saint-Coisse. La Saint-Coisse, là, manifestement, ça doit être plus chaud, hein, plus entre eux. Alors, donc, la coisse, c'est la grande tenaille hein, qui permet de manier le fer en fusion. Donc, voilà, pour cet aspect-là, des choses. Donc, ce qui m'a surpris, c'est la question de la criminalité. La criminalité, on est dans une société très violente à l'époque, pour laquelle aujourd'hui nous nous sentirions extrêmement mal à l'aise. Tout le monde a un bâton quand il se promène. Beaucoup de gens sont armés, hein, ne sort pas sans son fusil, là. Le gros problème des forges, c'est d'une part qu'il y a des gens qui traînent et qui vont dans les forges pour se chauffer. Parce que l'hiver il fait froid, leur logement où ils sont des SDF, entre guillemets, là, et il y a même des femmes qui viennent accoucher dans les forges parce qu'il fait chaud. Là, donc il y a des étrangers qui passent tous les jours. Hein. Vous imaginez que c'est d'abord c'est ouvert sur l'extérieur parce qu'il y a des mulets et tout. C'est pas un monde clos comme les usines textiles où il y a des murs partout. Alors il y a ça. Donc des gens, beaucoup d'étrangers, entre guillemets, aux forges qui viennent. Et qui sont des gens évidemment qui posent le problème du vol du fer. La hantise des maîtres de forge et des ouvriers, c'est le vol du fer. Pourquoi? Parce que c'est cher, c'est précieux, et la demande de fer étant quand même importante, tous les moyens sont bons pour voler du fer. Alors, le principal source de vol, c'est pas tant dans les forges elles-mêmes que dans le transport du fer, alors principalement ici vers Celles-sur-Cher, qui s'appelle Celles-en-Méry, hein, où il part vers Nantes, parce que le fer d'Ardentes est très très réputé, pour faire des ancres, hein, là, et au cours du transport, on remplace les barres de fer lourdes par des plus légères. Et donc quand on arrive à Celles-sur-Cher, eh bien, il y a eu un détournement de fer. Dans les forges même, où il y a quelquefois des vols, alors ce qui est remarquable, c'est que les ouvriers forgerons font corps avec le maître de forge ou le régisseur pour arrêter les voleurs. Donc on a un ou deux textes où à minuit ils sont là en train de surveiller la forge pour empêcher le vol. Parce que le vol, vraiment, les ouvriers, un forgeron ne vole jamais de fer. C'est complètement contraire à l'éthique du groupe. Dans le textile, la pique de laine était fréquente. C'est-à-dire que les ouvriers détournaient de la laine pour revendre en ville. Par là. Donc on sent que le groupe est cohérent
autour de, comment dire, du maître de forge, et très hostile aux ouvriers. Les ouvriers de forge sont tout de même quelque peu des délinquants financiers, en ce sens que, vous savez qu'à l'époque, il y a la gamelle, l'impôt du sel, qui est très très cher, et qu'ils doivent aller chercher à la Châtre. Donc c'est quand même loin, ils ont d'ailleurs protesté, parce qu'avant, ils allaient le chercher à Issouna, avant 1724, c'était plus près. Et ils accueillent volontiers les trafiquants de sel, qu'ils cachent dans les forges, et puis ils peuvent, en quelque sorte, il y a tellement de mouvements de mulets, de chevaux, que difficile. Et quand les gabelous viennent pour inspecter les forges, là, il y a des gamins qui sont veilleurs, c'est un peu comme les quartiers d'aujourd'hui. Hein. Là, ils sont sur les tas de scories et ils annoncent aux ouvriers que les gabelous vont arriver, ou sont là. Alors là, le groupe sort armé et les gabelous ne s'y risquent que si ils ont suffisamment de force là. Donc, ils consomment du faux sel. Hein. C'est l'aspect peut-être de leur délinquance le plus manifeste. Mais vraiment pas de vol. Donc là, vous avez monitoire, c'est-à-dire un texte qui invite les gens qui connaîtraient des voleurs de fer à les dénoncer. Là, ce monitoire est lu à l'église, sous peine, si vous connaissez un voleur de fer et que vous ne le dénoncez pas, vous serez considéré aux yeux de Dieu et au jugement final comme complice du voleur. Donc, voilà un monitoire ici qui est dans le diocèse de Bourges. Donc j'ai repéré quelques voleurs de fer à Ardentes, et là, en général, ce sont des Castelroussins, des gens qui travaillent pour les maréchaux ferrants, enfin qui alimentent les maréchaux ferrants, mais ce n'est pas des ouvriers de forge, pas du tout. Par contre, du côté des extérieurs, si je puis dire, qui est quand même un comportement différent, il y a du trafic de bois. Le bois étant rare à l'époque et cher, il y a des ententes avec des gens de Châteauroux pour écouler du bois. C'est une mentalité qui n'est pas la même. Alors, je terminerai, voilà, je pense être dans les temps, par quelques aspects de la vie religieuse. Les baptêmes. Très clair, très net, les baptêmes des enfants renforcent la cohérence du groupe, puisque dans l'immense majorité des cas, les parrains-marraines sont des forgerons ou des épouses de forgerons. Donc, le groupe se renforce. Deuxièmement, il y a plusieurs forgerons, avant 92, qui sont confrères du Saint-Sacrement et dont le curé de Saint-Vincent d'Ardentes note qu'ils appartiennent à la confrérie religieuse paroissiale. Donc, on a là des gens qui sont, j'allais dire, d'un point de vue de piété, tout à fait dans les normes de l'époque et qui sont plutôt, j'allais dire, des chrétiens assez bien marqués. Mais c'est déjà ce qui avait été noté dans le peuple de la forêt. On a aussi des confrères chez les bûcherons ou autres. Ce ne sont pas des gens religieux. Ce n'est pas l'image que nous aurons à partir du XIXe siècle de la classe ouvrière, très vite déchristianisée. D'ailleurs, il est significatif, mais sûrement pour d'autres raisons, que dans un rapport sous l'époque du Directoire, 1795-98, dans une description du canton d'Ardentes, on note, et c'est pas bien vu à l'époque, que les ouvriers ont mis une croix devant la forge, alors que les signes religieux sont interdits. Donc, il y a une appartenance religieuse qui me paraît forte. Et ce qui est notable aussi, dans la période radicale de la Révolution, c'est-à-dire 92 jusqu'au 9 Thermidor, 94, le développement
des sociétés populaires jacobines, soutien du mouvement des sans-culottes parisiens, soutien de la Convention, c'est que quand on regarde la Société populaire d'Ardentes, bon, je vous mets le document pour mémoire, on ne peut pas le lire ici, il n'y a aucun forgeron. Ils ne sont pas du tout. Par contre, l'encadrement, oui. Il est un peu obligé d'y aller parce que le travail aux forges dépend du gouvernement pour la fabrication des canons. Hein, là, et il était impensable que les maîtres de forge ou les régisseurs n'y soient pas. Les ouvriers n'en font pas partie. Il y a des ruraux qui en font partie. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens des forêts non plus, mais on voit que ils sont toujours, j'allais dire, sur ce groupe cohérent religieusement. Et pour les baptêmes, ce qui est intéressant à une époque où apparaît l'état civil laïque, c'est que lorsque les déclarations de naissance ont lieu chez les forgerons, c'est toujours, comme sous l'Ancien Régime, deux forgerons qui viennent. Il n'y a pas le voisin ou quelqu'un d'autre, c'est exclusivement des forgerons. Donc, il prolonge dans l'état civil laïque le comportement ancien. Alors, en conclusion, sur ce monde du travail, d'abord la fin des forges, c'est 1874. La concurrence des fers fait à partir du charbon, bien moins cher comme énergie et meilleure productivité que le bois, fait que les forges Berishon sont désormais à la peine, sauf peut-être Vierzon, parce que Vierzon va être lié par le canal du Berry. Le charbon venant de Commentry. Là, mais Ardentes, on a beau essayer de canaliser l'Indre, bon, enfin, vous d'y rêver, c'est pas possible. Donc, le charbon est cher. Et donc, le bois est cher, beaucoup plus que le charbon. Donc, la compétitivité baisse. Ensuite, le traité franco-anglais de 1860, voulu par Napoléon III et les Saint-Simoniens, c'est-à-dire les libéraux économiques, considèrent que le fer est trop cher en France et rend les industriels qui l'utilisent non compétitifs par rapport au fer anglais. Donc, ces milieux imposent, je dis bien imposent, un traité de libre-échange. C'est-à-dire que du fer anglais rendu à Châteauroux sera moins cher que du fer d'Ardentes. Donc, conclusion, après 1860, la mort des forges est inéluctable, ne peuvent pas tenir. Alors, par ailleurs, le bois, c'est M. Harry nous le dit dans la revue, le bois est cher, hein, il est une matière très précieuse. Là, donc, le bois ne permet plus de fournir les quantités qui permettraient de répondre à la demande. Donc, ces forges vont fermer. Donc, 1874, c'est la fermeture des forges. 1876, au moins un an que j'ai repéré, Madame Balzan rachète la forge haute. Comme elle a racheté aussi ou elle a essayé de racheter le haut fourneau du Noyer, c'est à Brive, près d'Issoudun. Alors, est-ce qu'elle voulait faire du fer? Maman, elle a voulu fabriquer des rasoirs. Peut-être a-t-elle voulu fabriquer de l'acier, je ne sais pas. En tous les cas, elle va acheter la forge haute et ensuite on voit qu'elle va la vendre à la découpe. C'est-à-dire qu'elle va vendre maison par maison tout ce qui est aux forges. Elle va vendre le matériel, elle va même vendre le sable de la rivière. Donc là, des relations qu'elle a à Orléans, je n'ai pas retrouvé le nom de la famille avant de venir, achète la forge basse, donc ça reste associé un peu même milieu, là, et il me semble que la forge de Lille a appartenu au Duris Dufresne, là. L'ont-ils racheté ou l'autre? Je ne vais pas creuser cette question, l'avait-il déjà en héritage? Je ne sais pas, mais ils vont racheter. Hein. D'où le plan d'une minute notariale que je vais montrer. Donc, les forges vont être vendues comme quand on liquide une usine, on vend les machines, on vend ce qui peut être vendu, puis voilà. Et donc, c'est la fin d'un cycle très important. Classe ouvrière, cette classe ouvrière, elle a une particularité par rapport à ce que va être le monde ouvrier qui se développe plus vite encore dans le textile,
Elle est donc très fermée sur elle-même, très soucieuse d'une formidable cohésion de la famille, là. Elle a une maîtrise du geste professionnel qui circule en elle-même, c'est-à-dire que c'est les pères qui forment les fils, hein, les enfants, là, qui n'est plus le modèle qui va être celui de la mécanique du 19e, hein, où on passe par l'ingénieur et autres. C'est un savoir empirique qui est de la pratique et qui n'est pas conçu par des créateurs de machines. Les conditions de vie de ce groupe sont très honorables. Ils s'estiment bien au-dessus des ouvriers, enfin des gens de l'extérieur, bien au-dessus des gens des campagnes, mais il va lui aussi progressivement disparaître et voilà, ben, ce monde ouvrier n'est plus. Merci. Quelques questions. Oui? Attendez, on va peut-être... Pardon? Vous nous avez dit tout à l'heure que ce monde de forgeron, c'est lire, écrire. On a vu les actes de mariage sous-signés. Alors, surtout dans les années de 1750 à 1800, à début 1800, qui leur assure l'instruction? Bonne question que je ne me suis pas encore posée, parce que dans les derniers chapitres, j'ai déjà essayé de mesurer le taux de l'instruction. Là, qui me paraît nettement supérieur à la moyenne des gens locaux, surtout des ruraux, où c'est très très faible dans l'Indre. Hein. En gros, 5% des hommes, ou à peine 10% des hommes qui savent lire et écrire. Chez les forgerons, je suis quasiment sûr que c'est plus important. Je pense, enfin a priori, mais je vais... que c'est le maître de forge qui doit aider à la diffusion dans le groupe. Il en a besoin quand même. Je crois que la technicité de ces métiers, le fait qu'il faut peser, qu'il faut... j'allais dire, avoir des relations aussi avec l'extérieur pour les ventes et autres, je crois qu'il ne pouvait pas se passer d'ouvriers ayant un certain degré d'instruction, mais j'ai aucune donnée là-dessus. Je ne sais pas si à Ardentes, il y a sûrement un maître d'école, mais je ne sais pas s'il a leurs enfants ou pas. Je ne peux pas répondre. Instruction sûre. Maintenant, je termine la parole. Pour la mesure de l'instruction, le gros problème qu'on a, c'est si on mesure les signatures au bas des actes de mariage, les curés, souvent, l'acte déjà, ça les embête à écrire. Alors ils disent une grande partie n'a pas voulu signer, ou n'a pas su. C'est parce qu'il n'a pas envie de chercher les signatures. Hein. Donc, les actes de mariage sous-estiment les signatures dans l'état civil. Il faut regarder les contrats de mariage. Mais alors bon, il faut éplucher. Hein. Mais effectivement, cette question, il faudra que je travaille, ça va être compliqué. Madame. Oui, excusez-moi, mais moi j'ai toujours entendu dire par mes ancêtres, sur Ardentes, les loges de Dressel tout particulièrement, que l'apprentissage, disons, orthographe, calcul, était fait par les colporteurs qui venaient vendre certaines choses, qui eux avaient déjà appris dans les grandes agglomérations, et aussi par les notaires, car eux, ça leur servait à pouvoir mieux travailler avec les responsables. Alors, est-ce la vérité, est-ce pas? Alors, je dirais, moi, j'ai entendu. Oui, je dirais que les colporteurs, je comprends très bien qu'ils aient pu apporter. Ils apportaient des petits livres, j'allais dire, des APC, hein, des choses comme ça. Je comprends très bien qu'ils aient pu le faire aux loges. Je ne les vois pas venir dans une forge en permanence. Donc je pense que dans une forge, il faut voir, il y avait sûrement quelqu'un qui faisait instruction aux enfants,
parce que ce qu'on voit quand même indirectement dans les actes, c'est que les enfants, comme les mamans ne travaillent pas et ne mettent pas leurs enfants en nourrice, les enfants sont avec les mères et autres, il se peut que quelqu'un, plutôt masculin, ait instruit les enfants. Est-ce que c'est le maître de forge qui réglait ou pas? Je n'ai pas trouvé. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je ne pense pas que ce soit par colporteur. Oui? Ben, vous me donnerez peut-être la solution. Ben, volontiers. Savoir si les dires sont vrais ou pas. Oui. Hein? La question se pose d'autant plus quand il bougeait, en l'occurrence, parce qu'il voyageait d'un Oui. département à l'autre. Sauf que c'est, compte tenu du logement, ils sont basés quand même dans une forge plus particulière, ils se déplacent. Compte tenu du logement, la mère et les enfants restent. Et pas toujours, puisque j'ai repéré que certains ont travaillé dans au moins 2 forges. Hein. Les 3 quarts ont travaillé dans au moins 2 forges. Mais très souvent, on voit dans les actes de naissance sur Ardentes le père absent. C'est parce que le père est parti en campagne ailleurs, mais il est parti pour 3 mois, 4 mois. Là, donc, pour moi, les enfants restaient avec les mères. Ça garantissait le maintien dans la maison, qui est important. Maintenant, il y en a qui changent de forge, tout bonnement parce que par un mariage, un compagnon ou un ouvrier qui est célibataire se marie avec une fille qui peut être la fille d'un forgeron d'une autre forge, ben, il va partir là où la fille a un logement ou peut être logée. Ça existe. Mais je pense que, à mon avis, je serais tenté de dire que ça doit être pris en charge par le maître de forge. Je pense. Là. Oui. Oui. D'autres questions? Sinon, bah, écoutez, merci de votre attention. Hein, et il y a beaucoup de sources, hein, il y a encore plein de choses qui peuvent émerger, les maladies, les épidémies, il faut recroiser les chronologies, enfin bon, mais on a énormément de sources quand on réfléchit bien sur ce monde ouvrier. Il est, comment dire, il est présent dans les Écritures. Je n'ai pas parlé, mais ils ont, parce que je n'ai pas le temps là, ils font beaucoup d'actes notariés pour acheter des prés, une vigne, ils ont un à côté, hein, les forgerons. Ils font aussi leur vin. Hein. Mais ça c'est vrai aussi pour les ouvriers de manufacture à l'époque, ils ont une vigne, hein, quelques armoires. Chacun veut faire son vin. Là, donc ils vont souvent chez le notaire, ils ont aussi quelques-uns achètent des maisons à Ardentes, hein, ou à Sanguy, ou enfin là pour leurs vieux jours, etc. Hein, oui. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les ancêtres, les parents sont pris en charge par les enfants quand ils sont âgés et on les garde. Hein. Ça fait partie du code d'honneur qui ne saurait être transgressé. On prend en charge ses parents. Et dans la maison. Ils ne sont pas dans une maison de retraite, ça c'est pour aujourd'hui. Voilà. Parfait. Merci. Bah écoutez, merci et bravo. Hein. Tu vois, je suis tellement captivé. Il bouge pas. Tu vas devoir recommencer. Oui. Ça c'est une belle aquarelle connue de Desgachons. Ça doit être dans les dernières années de la forge. Hein, c'est très joli, d'après moi. Très, très belle. Voilà. Parfait. Et encore une fois, donc merci M. Soureau pour votre présentation hein, qui a été, je pense, bien suivi. Tout à fait riche. Oui. Il n'y a pas eu de chahut. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elle faisait suite, je pense que c'était Séverine et Gilles qui, il y a à peu près un an et demi, avaient fait une causerie plutôt sur les métiers de la forêt. Oui, disons, avaient donné quelques éléments. Et donc là, ça nous permet de bien comprendre l'enchaînement de ces 2 métiers. Totalement hermétique l'un à l'autre. Absolument. Oui. Ça, c'est la notion qu'on peut connaître. Voilà. Bien, écoutez, merci en tout cas. Et puis, je vous souhaite à tous donc une
bonne fin de week-end. Et puis surtout, donc, enfin pour ceux au moins qui pourraient être intéressés, vendredi prochain, cette présentation donc, sur les cavalcades. Où et à quelle heure? Alors, intéressant. Donc, en fait, ça se passe dans cette salle le vendredi à 15h. De 15h à 17h30. On rediffusera sur le blog donc la fiche qui a été communiquée. Voilà.